Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à l'exploration. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Manon Verbeek, la reine des carrousels. Donc, nous allons aller à l'exploration justement des carrousels et du IA for Branding et également de la santé mentale. Bonne écoute! Je suis Alexia Israël, je seconde les coachs et formateurs dans leur back-office et leur communication digitale. Faire plus? Non, faire mieux. Ensemble, nous allons aligner ton business et tes objectifs de vie. Parce que la valeur n'est pas qu'une histoire d'argent, en se mettant la tienne main dans la main. C'est ce que je te propose avec ce podcast. On part à l'exploration. Ouais, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir Manon Verbeek, la reine des carrousels. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots comme tu souhaites. Ok, Alexia. Je m'appelle Manon. Du coup, je suis designer indépendante depuis plus de 10 ans. J'ai exercé mon métier de plein de manières différentes. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis designer indépendante et je m'occupe de l'identité et de tous les besoins visuels des indépendants sur le web. D'accord. Et cette partie-là, tu l'as fait depuis combien de temps? Parce que tu me dis que ça fait déjà plus de 10 ans. Ouais, cette partie-là d'accompagner les indépendants sur leurs identités, je le fais depuis 2 ans. J'ai commencé ça en post-Covid. Ok, oui, bah ça, le Covid a aidé sur beaucoup de choses, effectivement. Du coup, par rapport à tes formations, donc actuellement tu en as deux. Tu as une formation donc IA for Branding et la formation, enfin le manuel des carrousels de A à Z, de ce que j'ai pu. Quels sont les principaux défis du coup que tu observes chez tes clients, ouais, par rapport à ça, et comment tu les guides à surmonter justement ces défis? Donc là, c'est par rapport plus au design. Ouais. Mes clients, c'est des indépendants comme toi et moi, et souvent ils sont dans deux cas de figure. Soit ils ont une identité qu'ils ont créée eux-mêmes à base de templates, de choses qu'ils ont vues, de Canva, beaucoup. Et du coup, ils ont quelque chose qui est pas suffisamment unique et qui est pas suffisamment facile à décliner en restant cohérent. Et ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, souvent mes clients, c'est des gens qui après, du coup, ont investi dans une première identité visuelle et ils se retrouvent avec une page de marque, un brand page et un logo, quelques couleurs et quelques typos, mais pas forcément la charte ou le guide sur comment tu vas t'en servir ensuite derrière pour faire un post Instagram, pour faire un post LinkedIn, pour faire un carrousel, pour faire une vignette YouTube. Ils n'ont pas cette déclinaison qui fait que ça leur rend facile le quotidien. Ils se retrouvent avec cette identité et ils savent pas trop quoi en faire, un peu comme un parent à qui on donne un bébé le premier jour, on lui dit bah s'il pleure, c'est peut-être qu'il a faim, c'est peut-être qu'il a soif. Tu vois, t'es là genre bah et donc on leur donne leur identité et ils sont là bah je sais pas trop quoi en faire. Et donc ils font au mieux et c'est compliqué, ça leur prend du temps, ça leur prend de l'énergie, ils ont l'impression de tester plein de choses, de prendre des templates dans Canva, d'en changer les couleurs, mais que ça marche pas vraiment. Et en général, je les rattrape dans ces deux cas-là. Et moi, j'essaie de faire en sorte de, du coup, de leur fournir des formations ou des prestations Mhm. pour qu'ils aient des outils de décliner vraiment cohérents qui vont venir sublimer leur image de marque et qui soient faciles à utiliser, qui soient déjà prêts à utiliser. D'accord, oui, donc il y a cette partie-là. Donc en fait, il y a une partie que tu proposes en autonomie finalement pour reprendre la main de manière plus fluide et puis gagner du temps par rapport Ouais, à tout ça. Et il y a une autre partie où c'est vraiment la prestation. Donc là où toi, tu reprends la main ou pour le retravailler vraiment directement. Enfin, ouais, comment c'est ça se ça. passe? Ouais, c'est ça, à ce niveau-là. C'est ça, par exemple, pour parler de la formation sur les carousels, c'est un gros point noir sur LinkedIn et Instagram. C'est-à-dire que ça a l'air facile visuellement, et en fait, quand tu essaies d'en faire, c'est compliqué. Il faut déjà tacler le contenu, qu'il soit synthétique et efficace, et après, il faut le mettre en forme de manière à ce que ça respecte ton image de marque, que ce soit propre et lisible. Et les trois quarts du temps, les gens, ils le font pas suffisamment bien, et ça dessert leur image, parce que c'est pas bien fait. Moi, du coup, j'ai deux branches. Soit il y a la branche le manuel des carousels, donc une formation dans laquelle je t'apprends à créer ton propre template et à décliner ta marque sur les carousels de manière efficace, sans, je ne peux pas dire sans prendre beaucoup de temps, parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, sans t'arracher les cheveux, je te prends par la main page par page et je t'explique ce qui doit se passer et comment tu fais pour
bien mettre tes typos, comment tu fais pour bien utiliser tes couleurs et ainsi de suite. Ou alors, je le fais à ta place. Je prends tes éléments de marque, tes typos, tes couleurs, et je te fais ton template dans lequel tu n'as plus qu'à mettre tes images et tes textes. D'accord, oui, donc c'est très bien. Et du coup, les bénéfices que tes clients, justement, en retirent, donc il y a le gain de temps, une meilleure Gain de temps, image ouais. de marque. Ouais, qu'est-ce qui revient le plus, en fait, par rapport à ça? Vraiment, les bénéfices qui en tirent. Je pense qu'il y a aussi au niveau de la visibilité qui a dû croître, puisque les carrousels sont plus pertinents. Du coup, il y a une visibilité qui est meilleure. Voilà. Les bénéfices pour tes clients. Alors, en général, ce que les gens me disent, c'est avant d'avoir mes templates, je mettais 4 heures à faire des carousels. C'était long et je me prenais la tête. Je cherchais longtemps des choses, je fouillais longtemps, je me dispersais et j'avais pas un carrousel qui ressemblait à un autre. Après mon passage, du coup, ils sont plus sûrs dans ce qu'ils publient et du coup, ils ont plus de temps pour travailler leur contenu et moins leur contenant. L'autre cas aussi, c'est quand c'est moi qui mets en page le carrousel de A à Z, c'est-à-dire qu'on me donne le contenu et moi je mets tout en page. En faisant ça, du coup, ça me permet d'aller vraiment finement dans les détails et ça fait presque comme un livre. Je peux me permettre de faire des petits encarts, je peux me permettre d'avoir des illustrations sur les côtés, de faire des modifications dans les pages subtiles qui sont des choses que savent faire un professionnel, mais pas forcément toi quand tu vas rester dans ta charte. Et toutes ces petites modifications fait qu'à la fin, tu as un vrai produit qui tient la route, qui va venir sublimer ton expertise et qui est réutilisable. Un carrousel, au final, quand tu as un bon contenu dedans et une bonne mise en forme, finalement, c'est quoi? C'est un e-book. Et Ça, donc, ouais, tu vois, le gain en charge mentale de dire, ben ouais, ok, j'ai pris le temps de faire mon contenu. À la fin, j'ai un contenu qui est publiable sur LinkedIn, sur Insta et en e-book. c'est ça. Donc, c'est vraiment sublimer, en fait, finalement. Voilà, le terme est bien trouvé à ce moment-là. Donc, là, c'est vraiment pour les carousels. Et après, tu as une autre partie donc, qui est IA for Branding. Alors, je sais qu'il y a un très bon épisode qui est sorti récemment avec Estelle Ballot, si je ne me trompe pas, à Oui. ce niveau-là. Donc, peux-tu me parler un peu de cette formation, sachant que voilà, pour toi, il y a une image de marque qui est assez forte par rapport à l'IA avec une sorte de Marie-Antoinette par rapport à ça. Donc, comment tu l'utilises en fait? Comment tu fais utiliser à tes clients cette partie-là? Un des gros défauts de l'IA, c'est qu'elle a son propre style par défaut. Mhm. Et du coup, peu de gens savent sortir de ce style par défaut. Un peu comme si tout le monde écrivait tout le temps en Arial 12 points, interligne 1.5, partout, tout le temps. Et comme l'outil, c'est ça le par défaut, dans Word, disons-le, ben, du coup, tout le monde fait ça tout le temps. Et ben, ça fait la même chose pour les visuels dans Midjourney, dans les autres outils. Comme l'IA a un entraînement graphique visuel spécifique, les gens ont quasiment tous les mêmes visuels. Moi, ce que je leur apprends à faire, c'est à identifier quels sont leurs choix visuels, parce que souvent, c'est pas indiqué dans les charts que leur donnent leurs designers. Souvent, on leur donne les typos, les couleurs et le logo, et on leur dit pas, ben voilà comment tu vas te servir des visuels, et voilà quel type de visuel tu vas aller chercher. Est-ce que c'est des photos? Est-ce que c'est des illustrations? Dans quelle teinte de couleur? Toutes ces informations-là, elles sont rarement présentes. Donc moi, je fais ce travail-là avec eux, où je leur apprends à faire ce travail-là dans la formation, et ensuite, je leur apprends techniquement à prompter. Comment tu fais pour aller chercher ce résultat-là, très spécifique, qui va faire de toi un truc unique, et pas le même visuel que les copains? Comment tu le fais très techniquement maintenant dans Midjourney? Du coup, j'ai choisi Midjourney pour le moment dans ma formation parce qu'il fallait bien que je me concentre sur un outil et qu'à l'heure où j'ai fait cette formation, Midjourney était l'outil le plus efficace pour aller prompter des choses précises. C'était celui qui nous écoutait le plus et qui en faisait le moins à sa tête, on va dire. D'accord, c'est intéressant. Donc, en fait, combiner les deux, ça dépote, on va dire, au niveau de l'identité visuelle. Ça complète finalement Complètement. l'identité visuelle de tes clients. D'accord, donc voilà pour tes formations. Et du coup, on va parler un petit peu plus de tout ce qui est santé mentale et organisation. Alors, on sait que je sais que tu es une maman de deux enfants, dont un qui Oui. est encore bébé, si je ne me trompe pas. Elle est toute Voilà, petite. voilà, c'est ça. Donc, du coup, l'organisation, savoir comment toi tu t'organises en tant qu'entrepreneur, surtout qu'en plus tu as du bagage, si tu es plus de 10 ans à ton compte, forcément tu as sûrement des outils à partager. Donc,
Je parle d'outils, ça peut être des routines, voilà, sachant que chaque journée est différente pour tout le monde, mais savoir comment tu allies justement le fait d'être maman et puis entrepreneur. Euh, Mon outil principal, c'est la croyance que tout change et que rien n'est parfait et que c'est OK, déjà. Mhm. Et que chaque jour amène son lot de bazar et que si tu l'acceptes pas, tu vas juste dans les murs, quoi. En plus, en solo, du coup, c'est encore plus vrai. Et que la parentalité, c'est clairement... de toute façon, c'est la phrase que je répète un peu en cadeau aux copains qui deviennent parents, c'est rappelle-toi que tout change très vite. À la fois les moments, les jolis moments quand on te dit tu vas voir, ça passe vite, profite, gna gna gna. Et en même temps, quand il est 4 heures du matin, que ça fait 1 heure que ça pleure, et que t'en peux plus, que t'as envie de te taper la tête contre les murs, et que tu sais pas comment faire, pareil, tout change. Et demain, ce sera différent. Donc ça, c'est mon premier outil. Tout change. Très bien. Tout passe en fait. On m'avait C'est dit ça. tout passe. Mais Tout passe, tout finit par passer, dans le bon, dans le mauvais, tout finit par passer. Les meilleurs comme le pire. Euh, et après, quels sont mes outils? En fait, ça fait 10 ans que je suis indépendante. Il y a 10 ans, je vivais à peu près mon métier de la même manière. J'étais freelance aussi, c'est-à-dire que je vendais aussi mes prestations un peu à des clients particuliers, enfin pas particuliers, mais indépendants, un peu de la même manière. Je travaillais la journée, je travaillais le soir, je travaillais la nuit, je travaillais très tard la journée, je dormais tard, je suivais vraiment mon rythme. Je suis un ours, je crois, enfin, je sais plus, mais bref, mon point culminant de créativité, c'est vers 21h, là, c'est le moment où je suis le mieux. Pile pendant que les enfants ils se couchent. c'est pratique. Ah, c'est ça. Et donc, je vivais ma meilleure vie concrètement. J'avais mes horaires. Mon travail se faufilait dans ma vie personnelle et tournait autour. J'étais très, très flexible. Qu'est-ce que ça a amené les enfants? Concrètement, ça a amené une organisation millimétrée sur ce qui est horaire et, euh, et beaucoup moins de productivité, hein, clairement. C'est-à-dire que comme je ne travaille plus à mes horaires de prédilection pour mon corps et que je ne dors pas, concrètement, il a fallu que je trouve comment faire pareil, avec moins d'énergie, moins de temps et dans les horaires qui sont pas les miens. Et ça, c'est un vrai challenge. Clairement, quand tu fais ça, je pense après, t'es le roi du monde quand tes enfants ils s'en vont de la maison, quoi, quand ils ont 18 ans, parce que du coup, ça fait bientôt 4 ans que euh, j'ai des horaires très réduits. Je travaillais 30 heures semaine, maintenant j'en travaille 20, enfin, en journée. Après, des fois, il y a des petits rattrapages le soir quand les enfants ils dorment, mais ça. Une de mes règles, c'est je ne travaille pas le soir sur des projets parce que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je me retrouve à travailler un soir pour un client parce que j'ai pas le choix, c'est une croix dans ma tête de là t'as échoué. Si je travaille le soir pour finir un truc parce que ça me fait plaisir, c'est bon pour moi. C'est D'accord. ma petite nuance à moi. En termes de santé mentale, c'est ça. Travailler le soir parce que j'ai pas le choix, c'est vraiment difficile pour moi. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, je travaille 20 heures par semaine, encadrée dans des horaires, parce que j'ai fait ce choix-là. C'est-à-dire que je dépose les enfants à l'école, pas de garderie, école nono, pas de garderie. Je les récupère à l'école, pas de garderie. Et je les mets pas le mercredi en garde. Donc, du coup, je travaille lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec 6 heures de travail effectif à peu près par jour. Et c'est un énorme challenge. Je sais pas si j'ai des bonnes astuces, à part être conscient de où est-ce que tu es productif quand tu peux gérer un peu tes plages de travail. Qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce qui crée vraiment de la valeur pour tes clients? Sur quoi est-ce que tu peux vraiment apporter le meilleur ratio valeur, production, satisfaction client? Parce que quand tu as une vingtaine d'heures semaine, tu peux pas te permettre de, de, de traîner. Et malgré tout, de réussir à te lâcher la grappe. Et je crois que ça, c'est le plus dur. Lâcher prise aussi par rapport à tout ça et les imprévus par rapport aux enfants, hein, même s'ils grandissent, Ouais. sont plus grands, hein, ils ont 5 et
et 12 ans. Et voilà, au début de ma vie d'entrepreneur, j'ai eu un bébé. Et effectivement, c'est pas toujours simple, mais je suis dans le même cas de figure. C'est que le mercredi, il y a les enfants. Du coup, c'est allégé les semaines. Mais, euh, Mm. mais voilà, c'est Bah tiens, intéressant par rapport à toi, ouais. Mm. dans la gestion dans la gestion d'agenda, un truc que je n'avais pas identifié, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec une coach et un groupe d'entrepreneurs sur notre productivité, nos agendas, Oui. dans un gros programme. C'était hyper intéressant pour moi de faire ce travail parce que je l'avais jamais fait avant. J'étais un plus en freestyle. Et D'accord. en fait, je me rends compte malgré tout qu'un des points que j'avais négligé et que j'aimerais transmettre là, c'est la marge de manœuvre liée aux aléas médicaux globalement liés aux enfants. C'est-à-dire que quand je te dis que je travaille 20 heures par semaine, c'est une vraie moyenne. Parce que certes, 6 fois 4, 24, plus quand je travaille le soir. Donc ça, tu dis, bah non, mais ça colle pas. Ouais, mais en fait, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait un rendez-vous chez le pédiatre. Sans que j'ai un rendez-vous chez la sage-femme, pour moi, pour les suites de grossesse. Sans que j'ai un rendez-vous pour un des deux enfants malades. Sans qu'il n'y ait pas une prof ou une nounou malade. Il y a toujours un imprévu. Chaque fucking semaine. Je confirme, c'est ça, Voilà. je confirme, il y a toujours des imprévus. Et bon, moi j'ai la chance c'est-à-dire d'avoir mon conjoint qui peut être là, mais voilà, on est quand même dans une société, c'est systémique hein, finalement que Mhm. ça repose beaucoup sur la femme, encore plus quand je trouve qu'en entrepreneur, puisqu'on est libre, entre guillemets, de Oui, nos heures. Donc complètement. c'est ça, et bon voilà, comme on dit, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, on n'a pas fini. Ah, je la Je te connaissais pas rassure. celle-là. Je Sympa. te rassure, c'est pas les mêmes soucis, c'est plus, on va dire, c'est un peu plus gérable quand ils grandissent. Mais voilà, je te comprends par rapport à ça. C'est vrai que voilà, j'ai le mercredi, c'est pareil, je lève le pied par rapport aux enfants. Mais Mm. il y a des semaines où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, quoi, clairement, à ce niveau-là. Mais c'est important, effectivement. Je pense que c'est un des outils au niveau de l'agenda de planifier aussi l'imprévu, finalement. De planifier l'imprévu, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est de se Mhm. laisser de la marge pour Ah, ça. oui, À ce niveau. complètement. Mais, et dans ta manière d'accompagner, tu anticipes également les accompagnements genre, par rapport à ça. Je crois que j'ai vu passer un post récemment sur LinkedIn où tu parlais, tu t'aimais bien en fait rendre le jour même finalement, que ça soit assez Ouais. rapide par rapport à ça, à ton mode de fonctionnement et comme ça finalement pour tes accompagnements. Ouais, alors ça fait partie des choses pour respecter mon écologie. Mhm. Quand je te disais là, j'ai pas beaucoup de temps de travail, j'ai pas beaucoup de vitalité certains jours. Et en fait, du coup, je préfère, et j'ai pas beaucoup de charge mentale, enfin de place mentale, Oui. parce que j'ai beaucoup de charge mentale puisque je gère les deux enfants là et toute la vie qu'on fait en général en couple, donc toute Mm. seule. J'ai un foyer et tout ce qui va avec. Euh, et du coup, je me retrouvais à un moment donné avec ce schéma classique quand tu es freelance, prestataire de service, avec plusieurs projets en cours, des projets qui sont en pause parce que j'attends des réponses du client, des projets qui sont en attente parce que moi, je suis en retard et je dis bah oui, je m'occupe de ton projet la semaine prochaine. Et du coup, je me sens toujours euh, un peu en retard. Et, euh, et je me retrouve dans cette situation à avoir parfois 10 projets ouverts. Et ces 10 projets ouverts, c'est 10 onglets ouverts dans ma tête. Ouais. Par-dessus tous les autres onglets. Prendre rendez-vous chez la pédiatre et commencer à cuisiner des trucs parce que mon bébé commence à manger et ainsi de suite. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'y arrive pas, en fait. Je pétais des câbles. Je me retrouvais en culpabilité de pas savoir répondre aux clients quand est-ce que serait son rendu. J'arrivais plus à planifier dans mes semaines parce que j'arrivais pas à avoir de visibilité sur les maladies et tout ça. Et que dès que je promettais quelque chose à un client, je me retrouvais tout le temps les quatre pieds dans l'eau. Du coup, j'ai pris une décision drastique, vraiment drastique. Je ne travaillais plus que sur des plages journées ou demi-journées Mhm. avec rendu à la fin. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça correspond pas trop mal à ma clientèle qui préfère qu'on lui dise OK, dans un mois, on bosse ensemble toute la journée et à la fin de la journée, t'as tel élément, plutôt qu'on lui dise OK, alors je commence à bosser pour toi dans un mois et puis en fait, il y aura les temps de production, puis après, il faudra que tu prennes ta décision, puis que tu me fasses des retours, puis il y aura d'autres clients qui vont passer avant toi et peut-être qu'on aura fini dans 4 mois. Et en fait, c'est beaucoup moins confortable, surtout quand on est un indépendant et qu'on veut aller vite et que on a des besoins. On n'a pas de grosse structuration en fait, donc on a des besoins d'avancer vite.
Du coup, oui, je travaille en journée, c'est-à-dire que les gens réservent leur journée dans mon agenda. En amont, on planifie ensemble ce qu'on va faire sur cette journée, histoire que je puisse commencer à m'y préparer des fois, mon cerveau puisse commencer à le maturer un peu à l'intérieur, parfois commencer à regarder des choses, des inspirations, faire du ping-pong visuel de manière très inconsciente. Et le jour J, on travaille ensemble de 9h à 17h. Et à la fin, je rends tout ce qu'on s'était promis de faire dans ce délai. Ça me retire de la charge mentale, ça me met de l'intensité qui ravit un peu mon cerveau, fatigué. Il est content d'être un peu challengé sur une journée. Et donc, je sais que c'est une journée. C'est intense, mais je sais que c'est une journée qu'à la fin de la journée, je vais pouvoir dormir. Enfin, peut-être pas, mais qu'à la fin de la journée, c'est fini, en tout cas. Ouais, oui, c'est ça. Non, je vais pas dormir. Mais en tout cas, ce projet sera fini. Et donc, je peux mettre l'intensité là, à ce moment-là. Parce que je sais que le lendemain, je vais bosser pour moi et que je vais écrire ma newsletter au rythme que je veux. Je vais écrire un post LinkedIn au rythme que je veux. Et que c'est beaucoup moins intense. D'accord. C'est intéressant, oui, de s'écouter, en fait, parce que ça, c'est ton rythme qui te convient et qui te permet justement d'alléger cette charge mentale, voilà, en dehors des enfants, puisque là, c'est vraiment une question de personnalité, finalement, par rapport à ça, et puis ça correspond aussi, voilà, à ce que tu proposes. Puis de moments, parce que ce que j'arrivais à faire avant, j'arrive plus à le faire. Je pense personnalité, mais aussi Oui, c'est ça. cadre de vie. On en parlait avec mes collègues, des fois, avec d'autres collègues entrepreneurs. Il y a des moments dans ta vie où tu dois forcément réorganiser ton travail. Quand tu es salarié, ben, tu as des mi-temps thérapeutiques, tu as des mi-temps ou des tiers-temps pour pouvoir gérer quand tu es un aidant familial ou ce genre de choses. Il y a des moments dans la vie où faire pareil quand tu es entrepreneur, quoi. C'est ça, on s'adapte. On s'adapte en fait à chaque moment de vie, finalement, parce que là, c'est un moment de vie que tu as et dans quelques années, ça sera différent. Je te le confirme, puisque je suis passée par là, ça sera différent et ça sera un peu plus allégé aussi, parce que forcément, dès qu'ils grandissent, ces enfants, il y a un peu plus d'autonomie, même si les microbes, etc., sont toujours présents. Il y a quand même cette partie-là qui est pas à négliger. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir ton retour justement avec des jeunes enfants. Et sinon, on peut te suivre. Je sais que tu as une super newsletter, auquel je me suis inscrite il y a quelques semaines, et que tu es très présente en story Instagram et également sur LinkedIn. Donc, dis-nous, voilà, où on peut te suivre et en fonction voilà. Je suis sur LinkedIn et Instagram. Sur Instagram, vous pouvez trouver mes stories où je partage un peu les coulisses. J'ai une newsletter hebdo dans laquelle j'envoie une astuce de design pour vous les indépendants ou une astuce business pour les indépendants toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les liens sur mon site internet manon-verbeek.com, Verbeke. Et je pense que ça sera dans la description du podcast. Tout à fait, exactement. Et pour finir, en fait, c'est savoir quel coach ou formateur tu souhaiterais retrouver du coup sur ce podcast. Et pourquoi, sachant en fait que j'ai toujours un prisme sur la santé mentale. Donc voilà, à qui tu penserais, voilà, la personne qui devient. Évidemment, la première personne qui me vient, ça serait Floriane Bobet, qui a été ma coach, qui m'a aidée à porter ma restructuration pendant mon congé maternité. Et la deuxième personne, si je peux me permettre, une deuxième personne à laquelle je pense, c'est Laurine Blandin, qui est consultante pour les restaurateurs et qui est un exemple maître yoga de la gestion écologique, en tout cas de sa propre écologie en tant qu'indépendant, je trouve. D'accord, ça c'est intéressant. Maître Yoda, c'est très bien. C'est ça. Parfait. Je te remercie. Merci beaucoup, Alexia. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Manon. Je remercie Manon pour cet échange et je vous dis à mardi prochain avec Géraldine Febvra, la Tetris Master, où son credo est « Vie de ton activité sans te cramer ». À mardi prochain.